il faut toujours frapper. La solution que nous avons, que nous voulons à l'Est, avec l'M23, c'est une solution militaire. Il faut frapper, et je vous dis, quand on va frapper, même ces États-là, que nous disons qu'ils sont miens, ils les regardent, ils les bouchent leur bouche. Quand on est en train de nous fouetter, ce jour-là, ils vont ouvrir leur bouche et ils seront à notre côté. Parce que ce jour-là, ils constateront que les dégâts étaient déjà collatéraux. Parce que si l'IDPS a été au pouvoir dans le pays, c'est parce que la diaspora s'était mobilisée contre Kabila. Et vous voyez, si vous pouvez voir, à 90%, tous les conseillers à la présidence, ce sont des hommes de la diaspora. Je ne sais pas quel est le langage que la diaspora maintenant peut tenir en face maintenant de ces bavures qui se font au niveau du pays. Deuxième élément, je voudrais que cette diaspora alors donne des conseils à ces soi-disant conseillers du président que la façon dont ils sont en train peut-être de conseiller le président n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Pourquoi? Il y a plus qu'un Congolais qui a déjà parlé du voyage du président de la République. Chers internautes de la chaîne Léonjo Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo. Également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Et nous sommes jeudi 16 février 2023. Et aujourd'hui, nous recevons M. Élisée Mateso. Il est internationaliste et enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Il suit de près et de loin la situation dans les Rutshuru. Et c'est après une note informative de l'EAC consultée par Politico-Procédé, les éléments du M23 jusqu'au 10 mars prochain pour se retirer de Karenka, Kilolirwe, Kichanga, Kibumba et Rumangabo. 10 jours plus tard, soit le 20 mars, ces derniers devront quitter Kishiche, Bambo, Kazaro, Tango et Mabenga. Et la dernière phase donc du retrait des éléments du M23 aura lieu le 30 mars avec leur départ de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. C'est juste à ceci que nous vous invitons. Et c'est Élisée Mateso, comment vous analysez vraiment ce retrait du M23? Dans quelques jours, Kibumba, Bunagana et autres localités qui sont contrôlées par les M23, ils vont céder donc ces localités entre la force régionale. Comment vous analysez cela? Quand vous parlez de les forces de l'EAC, j'ai de la chair de poule de vous en parler. Parce que d'abord, moi, je qualifie les forces régionales EAC comme un mort-né. Et mort-né parce que d'abord, quand l'EAC va venir, il n'avait pas de mandat. Pourquoi il n'avait pas de mandat? Il n'avait pas de mandat parce que d'abord, de côté, on constate que quand on est à Bujumbura, ils ne parviennent pas à définir le mandat. Quelle est la mission principale de l'EAC? Certains, parmi eux, ils disent que la mission est défensive, alors que d'autres, la RDC veut que la mission soit offensive. Alors, on est sur quel pied? C'est l'offensive ou la défensive? C'est morne. Deuxièmement, pourquoi je dis que c'est morne? Vous voyez l'East African, même le Rwanda dedans, aussi l'Ouganda dedans, malheureusement, de forces armées qui continuent à faire profil bas pour essayer de déstabiliser la RDC. Alors, si vous cherchez un ennemi pour venir vous donner la paix, quelqu'un qui vous a agressé pour venir la paix, je ne sais pas, hein, pour même quelqu'un qui ne réfléchit pas, quel est le résultat auquel on peut aboutir. Donc c'est paradoxe aujourd'hui, c'est paradoxe. Un autre élément qui montre que c'est morné, l'EAC, c'est une force régionale qui travaille toujours avec la MONUSCO. Ça doit toujours travailler avec la MONUSCO parce que la MONUSCO, exactement, c'est la branche donc de l'ONU. L'ONU a comme mission
de contrôler toujours le mouvement des armées sur la planète. Et donc, avant que l'East African Community envoie ses armées en RDC, ils doivent donner rapport à qui? À l'ONU. Et d'une manière ou d'une autre, c'est l'ONU qui valide la voix de l'East African Community aussi au Congo. C'est la MONUSCO bis. MONUSCO bis parce que le mandat a été validé par l'ONU. Or, l'ONU avait déjà dit que le M23 sont tellement bien armés. Et que fera maintenant l'East African Community qui ne reprend que des pays africains alors que les Pakistanais qui sont ici, les Indiens qui sont dans MONUSCO n'ont pas été en mesure de faire quoi? De donner la paix. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'éléments d'incohérence, même pour la compréhension purement paysanne, qui peut ne pas permettre à ce que même l'East African Community puisse évoluer normalement. Et alors, aujourd'hui, on vous dit que, par exemple, le Burundais va prendre vers Goma, je ne sais pas, Kichanka, comme vous avez eu cette cartographie, et il se comporte comme le jour où on a essayé de faire quoi? De gagner l'Allemagne. C'est-à-dire, l'Allemagne a été aussi divisée à 4 zones. Une zone, ça c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, une zone a été donnée en Français, une autre zone a été donnée aux Anglais, une autre aux Américains, et aussi la dernière zone a été donnée aux Russes. Et d'ailleurs, cette répartition-là peut être même le début même de conflits entre même ces gens-là qui sont venus dans l'IAC. Il peut arriver que un État trouve que il faut exploiter par exemple la zone conguise. Et peut-être la zone a été plus minière que les autres. Il va exploiter. Alors, avec des philosophies différentes, même ces lieux-là risquent d'être une zone de combat entre les forces de l'IAC. Donc ça, nous devons comprendre ça de manière stratégique, de manière géopolitique. Et vous allez me dire pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un qui réfléchit peut envoyer ses affaires sur le champ de bataille pour ne rien gagner. Pour ne rien gagner. Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons ce que la MONUSCO a été sur le terrain. Qui peut refuser qu'ils n'ont pas exploité de minerais? Qui? Mais donc, pour dire que cette force régionale va aussi exploiter quoi concrètement? Moi, c'est quoi? C'est un secret de polichinelle. Ils ne vont pas exploiter pourquoi? Je vous dis, est-ce que quelqu'un peut accepter d'avoir son affaire pour aller mourir et en contrepartie pour gagner quoi? Pour gagner quoi? C'est parce qu'ils connaissent quels sont les intérêts qu'ils peuvent avoir. On peut vous dire jusqu'aujourd'hui, au Kenya. Au Kenya, il y a maintenant des entrepôts. Ne soyez pas surpris, des entrepôts de bois. Ne soyez pas surpris que demain, on va déclarer le Kenya comme premier producteur du bois. Le bois qui vient d'où c'est? Le bois qui vient de la RDC. Il y a des usines de chocolat ici en Ouganda. C'est pour le cacao. Il y a, on vous dit, des usines de l'or au Rwanda. D'où viennent ce minerai? En RDC. Il y aura telle usine peut-être aussi au Burundi. Et voilà comment sera jouée la cartographie. Et donc, chacun doit jouer, peut chercher à jouer son épingle de jeu, tirer son épingle de jeu. Parce que, je me rappelle, dans la dernière réunion, Ndayishimiye a dit ceci. Ndayishimiye a dit, vous qui êtes la RDC, vous savez que vous avez un conflit. Il a dit vraiment, tête reposée, le bras sur son cœur. Il a dit, vous connaissez que vous êtes en conflit, mais c'est là que vous avez appelé pour venir vous aider, et aussi veulent avoir quelque chose de vous. Alors il faut négocier. Vous voyez, ce langage-là, ça veut dire quoi? Ça montre que il faut négocier. Il faut négocier avec qui? Avec l'M23
pour que pendant que nous serons en train de négocier avec les M23, et aussi ils seront en train de jouer leurs cartes pour qu'on voie comment faire quoi, comment tirer ce qu'ils ont comme dividende. Donc il y a encore beaucoup d'éléments qu'il faut comprendre avec l'EAC. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, il n'y a aucun cartouche qui a été jeté dans l'air pour chasser ces M23, parce qu'exactement, leur mandat n'est pas encore défini. Est-ce que c'est dans l'offensive ou bien dans la défensive? On vous dit, et ils récupèrent des localités, ils ne parviennent pas à céder ces localités à qui? En FRDC, disons à l'État congolais. Pour dire que ces zones-là appartiennent à qui? Appartiennent à ceux qui occuperaient ces zones. Effectivement, ces zones n'appartiennent non plus à la RDC, n'appartiendra non plus au M23, mais ça va appartenir à la zone qui sera installée dans la localité. Logiquement, pour faire quoi? Pour exploiter. Ce sont des petits États qui se créent, hein, des États-localités qui se créent au niveau de la RDC. Et c'est trop dangereux ça. Et un autre élément que nous pouvons donner, c'est que quand ils s'installent, ils sont quelque part dans la logique de M23. Parce que les M23, si vous voyez les accords de M23 de 2019, les M23 avaient obligé la RDC, hein, ça fait partie des réclamations, d'entrer dans la liste African Community. Autrement dit, le jour que nous avons accepté d'entrer dans la liste African Community, c'est ce jour-là que nous avons répondu à l'exigence de M23 d'entrer dans la liste African Community. Alors, entre nous qui avons été, nous avons été obligés d'entrer dans la liste African Community, et c'est là qui avait fait la demande à qui liste African Community doit faire allégeance. On va faire allégeance exactement au M23 parce que ce sont eux les demandeurs, ce sont eux qui ont menacé et qui ont obligé les pays à adhérer à la liste African Community. C'est pourquoi vous trouverez parfois, si ça peut, je ne sais pas si ça peut plaire à la population, le commandant kenyan qui va embrasser publiquement le porte-parole du M23 et à la personne, je crois, de... Comment il s'appelle? Le général qui, je crois, non, il parle, ce n'est pas Lawrence, mais il y a un autre qui a été d'ailleurs sanctionné dernièrement avec par l'Union européenne. Il va s'embrasser et il va publier les photos pour dire tout simplement que ces gens ici, nous jouons un même jeu. Et ça, c'est aussi encore dans les relations internationales. Si par exemple, vous là-bas, vous avez un conflit, vous qui êtes mon ami, vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre, prenons le cas des États. Si nous avons un conflit avec la RDC a un conflit avec le Rwanda, et qu'il y a une puissance qui veut nous aider, à un moment donné, il va aider les deux États. Il va aider celui qui agresse, il va aider aussi celui qu'on va faire quoi, qu'on agresse. Celui qui agresse et celui qu'on agresse, la grande puissance doit faire quoi? Doit les aider. Et la logique, c'est laquelle? La logique, c'est que la grande puissance va toujours se dire non, si tu as gagné, si on a chassé par exemple le M23, ok? C'est tout simplement parce que moi, je vous ai aidé, ok? Si le M23 aussi gagne, il va dire, moi aussi je t'ai aidé, c'est tout simplement... Je vous ai aidé que vous avez aussi été intégré dans l'armée. Et donc, là, c'est la stratégie la plus dure qui permet à ce que, quand vous voulez aider quelqu'un, politiquement, il ne faut pas aider une seule personne, il faut aider toujours les deux protagonistes, de telle manière que vous trouvez quoi dire, ou de dire, alors vous me devez quoi? Moi, je vous ai aidé. Et cela, c'est de manière soit officielle ou de manière officieuse. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que l'East African Community peut être là, en train d'aider. Et même les M23, et se dire qu'ils sont en train d'aider qui? La RDC. Parce qu'il faudrait qu'un jour après le résultat, qu'ils aient quoi?
présenter, qu'ils aient quoi demander à une des parties au conflit. Voilà la logique des choses. Oui, en tout cas, c'était Élisée Matesson. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation de Rutshuru, mais également comment vous analysez donc la force de la MONUSCO avec l'EAC dans les Rutshuru. Tantôt la MONUSCO tire sur la paisible population. D'ailleurs, les déplacés de guerre qui sont logés, qui habitent le cas de Kanyaruchina. Et ça, ce n'est pas la faute même de la MONUSCO. Ce n'est même pas la faute de la population. La faute incombe à l'État congolais, à la machine de décision. Si l'État est là pour protéger sa population, alors l'État allait réagir. Et vous oubliez, il fallait parler des cas de Kassende, il fallait parler aussi des cas de manifestations à Butembo, où beaucoup de gens sont morts parce que la MONUSCO a tiré sur ces gens-là. Le problème n'est pas pour ceux-là qui tirent, le problème incombe à l'État congolais. Comment ça? Oui, je l'explique bien. C'est à lui. Vous savez, on dit que l'État a une mission régalienne. Et cette mission régalienne, c'est la protection de sa population. Quand vous dites, vous allez protéger la population, c'est protéger la population à tout prix et à tous les dangers. Comment peux-tu accepter qu'un étranger que tu as appelé pour venir te dire, soit encore se transforme en un danger? Alors la logique serait que tu puisses les chasser. Mais pour nous, on a tendance encore à protéger celui qui est venu nous aider et lui qui se transforme en bourreau contre la petite population qu'il est venu protéger. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Aujourd'hui, vous trouvez qu'ils peuvent tirer le procès de ceux-là qui disaient qu'ils les ont tirés sur les gens de Kassende. Jamais. Est-ce que vous avez déjà attendu qu'organiser ça? Les enquêtes, jamais. Et donc ça, c'est le problème de l'État congolais. Exactement. Je ne sais pas, c'est parce que nous sommes toujours en position de faiblesse que même le bavure comme celle-là sont tolérés par l'État congolais. En tout cas, nous ne comprenons plus rien. Ou quand même l'État peut hausser le ton et dire, en tout cas, j'accepte et aller sortir parce que, vous savez, on vient de faire 20 ans. Plus de 20 ans d'ailleurs avec la MONUSCO. On connaît les résultats. On connaît qu'avec l'arrivée de la MONUSCO, les troupes se sont multipliées fois 20. Et vous voyez les Maïmaï qui n'existaient pas de nom, ils ont déjà des noms. Les M23 sont là, les FDLR sont là. Bon, alors, je crois qu'à un moment donné, il faut que nos têtes fonctionnent. Et j'ai bien suivi aujourd'hui un Gabonais qui dit le problème de nos pays africains, c'est même dans les têtes de l'homme noir. Problème de la tête. Est-ce que nous réfléchissons? Même la petite démocratie que nous copions, nous la copions autrement. On accepte les 3 mandats et on veut que même on fait 7 ans, on multiplie ça fois autant et on dit que celui-ci peut régner jusqu'à 2036. Quelle sorte de démocratie? Et donc le problème de nous Congolais, qui sommes des Noirs, c'est dans nos têtes, nous ne voulons pas nous libérer. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas nous libérer. Parce que les jours où nous allons nous libérer, ces grandes puissances vont se scinder, vont se diviser. Il y aura une partie qui sera d'accord avec nous. C'est comme l'indépendance. Et nous allons trouver la libération totale des Rutshuru ou de l'Est du pays. Donc le problème reste toujours pour l'État congolais. Et deuxième chose, si on ne parvient pas à libérer, c'est parce qu'on nous a toujours dit non, les FARDC ne gagnent pas le terrain parce qu'il y a les filtrations. Mais encore, qui doit faire la désinfiltration, s'il faut le dire ainsi, c'est l'État congolais. Donc le problème revient toujours à nous. Et je me dis, je n'ai jamais eu peur de le dire, c'est le business au sommet de l'État.
le business. Donc tout le monde, que ce soit un député, que ce soit un ministre, que ce soit tel, quand il arrive, quand il va dans un poste quelconque, il voit d'abord la poche avant d'avoir la mission de l'État qu'il doit assumer. Et beaucoup d'exemples sont il y a des exemples légion que nous pouvons donner qui témoignent que aujourd'hui, en tout cas, le business semble être au sommet de l'État, que même réaliser les missions régaliennes de l'État. C'est un problème que nous avons. Il y avait quoi? Il y avait ce que nous appelons l'état de siège qu'on a instauré au niveau de l'Est. Est-ce que cet état de siège a réussi? Non. Et quand nous disons où est-ce qu'on a échoué, même dans Rutshuru où on avait... Parce que l'M23 a commencé quand l'état de siège existait. C'est-à-dire l'administration militaire. Mais voilà, l'M23, ça là. Ça veut dire qu'il y a un problème. On voit tantôt Kichanga tombe et les militaires laissent et ils abandonnent bonnement les localités ça pour faire la guerre. Okay? Et aujourd'hui, vous voyez, les groupes d'autodéfense qu'on appelle à Swahili Wazalendo, ils viennent en appui. Alors que même l'armée a la tâche de faire la guerre contre ces Wazalendo, imaginez ce que sera demain. Est-ce que si les Wazalendo viennent épauler les FARDC et qu'on va bouter dehors l'M23, je vous dis, il y aura une terrible guerre et conflit qui va se passer alors si l'autre revers, l'autre côté, le FARDC et c'est Wazalendo. Parce qu'il faut dire, hier, c'est nous qui avons fait que ce M23 puisse sortir. Donc il y a une complexité de problèmes et c'est à l'État de régler tous ces défis-là. Et ce n'est pas un problème. Donc c'est à nous de laisser le business au niveau, au sommet de l'État. Le jour où nous allons y arriver, en tout cas, croyez-moi, messieurs les journalistes, tout va aller de soi. En tout cas, c'était Élisée Matheson. Nous sommes vers la fin de notre entretien. Pouvez-vous avoir un message adressé à l'État congolais, adressé aux Congolais dans la diaspora, également aux téléspectateurs qui vous suivent donc de partout? Je vais d'abord commencer mon message à l'égard de la diaspora. Parce que si l'IDPS a été au pouvoir dans le pays, c'est parce que la diaspora s'était mobilisée contre Kabila. Et vous voyez, si vous pouvez voir, à 90%, tous les conseillers à la présidence, ce sont des hommes de la diaspora. Je ne sais pas quel est le langage que la diaspora maintenant peut tenir en face maintenant de ces bavures qui se font au niveau du pays. Deuxième élément, je voudrais que cette diaspora, alors, donne des conseils à ces soi-disant conseillers du président que la façon dont ils sont en train peut-être de conseiller le président n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Pourquoi? Il y a plus qu'un Congolais qui a déjà parlé du voyage du président de la République. Le voyage. Aller, nous diplomatiquement, pour les relations internationales, aller à l'extérieur, ça n'est pas un problème. Mais c'est un problème du moment que vous allez multiplier les voyages et qu'il n'y a pas de résultat. C'est ça aussi le problème. Alors, si nous pouvons faire un calcul simple, s'il a eu 50 voyages, je ne sais pas si c'est combien jusqu'à aujourd'hui, alors on a eu combien de résultats positifs qui en découlent? On risque de croire que les voyages qui sont en train d'être faits sont là maintenant pour arriver à un résultat négatif, ce qui est anormal. Alors, je demande à cette diaspora de faire quoi? De conseiller, de dire que ça ne va pas. Il faut qu'à un moment donné, on trouve aussi une autre solution à part celle-là. Alors, voyager est sa solution. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Je sais que il y a beaucoup de présidents qui disent que parfois ce que nous vivons en RDC avec nos dirigeants, c'est inacceptable. C'est inacceptable pourquoi? Parce que
il faut toujours frapper. La solution que nous voulons à l'Est avec l'M23, c'est une solution militaire. Il faut frapper, et je vous dis, quand on va frapper, même ces États-là que nous disons qu'ils sont miens, ils les regardent, ils les bouchent leur bouche. Quand on est en train de nous fouetter, ce jour-là, ils vont ouvrir leur bouche et ils seront à notre côté. Parce que ce jour-là, ils constateront que les dégâts étaient déjà collatéraux. Voilà ce que j'ai dit d'abord en ce qui est des diasporas. Pour les Congolais, je me dis, nous qui sommes des Congolais, il arrive des fois que nous contribuons d'une manière ou d'une autre à cette guerre de M23. C'est quand nous publions pour le compte de M23. C'est-à-dire, on peut s'imaginer que certaines localités ont été récupérées par l'M23, non pas parce que l'M23 avait des armes sophistiquées, mais plutôt parce que déjà, avec la masse média, les réseaux sociaux, il y avait déjà une psychose vers la localité de direction, la localité d'arrivée. Et tout le monde disait que voilà, ça qui est déjà est tombé, Tchikichanga est tombé, et effectivement, ça a tombé comme ça. Donc, il arrive des fois qu'il faut qu'à un moment donné, nous puissions éduquer la population. Il faut qu'il y ait des lois qui s'imposent sur les réseaux sociaux pour qu'à un moment donné, on puisse aboutir. La guerre peut être psychologique, la guerre peut être médiatique, les stratégies de la guerre peuvent être même armées, mais de notre part, sur le plan médiatique, nous avons tendance, la population a tendance à beaucoup parler de M23, de leur facilité et la chute des localités, alors que quand il y a par exemple ne fût-ce qu'une évolution pour l'armée, et ça semble avoir des silences, ce qui est anormal. Voilà ce que je voudrais dire à la population. Et à l'État congolais? À l'État congolais, je l'ai déjà dit bien, et c'est quand je parlais de la diaspora, il faut que l'État congolais aussi prenne ses responsabilités. Faites la guerre. N'ayez pas la peur. Les gens, vous savez, les gens ont aussi peur de perdre les postes. C'est un problème. Quand on dit non, on va chasser, mais il y a certains qui ont déjà perdu leur poste. Parce que si on intégrait même l'M23, et je sais qu'il y aura des ministres qui vont sauter, il y aurait, je ne sais pas qui, de tel secteur qui va sauter. Et donc, la peur que nous avons, hein, le fait d'être des vendriotes, hein, ne fût-ce que la recherche de quelque chose pour le vendre, ça a déjà abîmé le pays. Il faut que les gens se donnent le courage de dire exactement ce que j'ai déjà emmagasiné, surtout pour ceux-là qui dirigent. C'est suffisant, ça peut garantir mes enfants, je ne sais pas pour combien d'années, et alors qu'ils prennent des responsabilités, qu'ils fassent, que ces autorités fassent la guerre. Ce n'est que ça, qu'on mobilise la population et qu'on fasse la guerre. On attend quoi? On attend quoi? Les accords. En relation internationale, on nous dit que les accords sont faits pour être violés. Et ça, il faut que les gens me comprennent. Les accords sont faits pour être violés. Même dans beaucoup de traités avec les Américains. Vous pouvez avoir dit, nous avons bien fait ces traités. Mais il faut dire, cet article n'est pas beau pour notre pays. Cet article ne peut pas s'appliquer dans notre pays. Et ils vont signer les traités dans lesquels ils ont déjà dit, cet article ne peut pas s'appliquer. Alors, ça veut dire que les traités sont faits pour être violés. Et même ces accords dont on nous parle. Non. Si vous trouvez que si nous pouvons avoir la capacité d'avoir la souveraineté de donner notre accord, nous avons la même souveraineté de faire sauter notre accord pour quelque chose. Et donc pour nous, la souveraineté n'a pas encore eu le sens parmi nous. Et c'est regrettable parce que nous risquons de continuer avec les jets. Mais ce pays, croyez-le-moi, peut sauver l'Afrique si le pays est bien dirigé. Il peut sauver l'Afrique. Nous pouvons être un jour
vraiment le cœur de l'Afrique. Malheureusement, nous l'attendons, les générations se meurent et encore, voilà, nous allons aux élections. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ça le pays, mais nous continuons, nous allons faire, nous allons toujours prier pour que le pays aille de l'avant, que le pays soit bien géré. Voilà. Oui. En tout cas, c'était Élisée Mateso. Je rappelle aux internautes que vous êtes internationaliste et enseignant à l'université donc officielle de Rwenzori à Butembo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et je rappelle à ceux-là qui nous suivent qu'il faut toujours donner vos points de vue. Il faut liker, comme on l'a dit, et ça permet, ça nous amène à confirmer que vous nous suivez, que quand même nos points de vue ne se donnent pour rien. Et je vous remercie. Ciao. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.